Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au JT des JT du 16 juillet 2023, le sommaire. Les démocrates ont jusqu'au 20 juillet 2023 pour occuper les postes de secrétaire qui leur sont réservés au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Si le parti ne s'exécute pas avant le délai, les autres groupes parlementaires vont occuper ces postes. Une première commande de vêtements confectionnés dans les usines de production de textiles de la zone industrielle de Glodibé a été livrée le 12 juillet dernier à une marque américaine. Les citoyens béninois se sont prononcés sur cette actualité. À l'appel de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, un concert de casseroles a eu lieu samedi soir à Dakar et dans d'autres localités du Sénégal. Une manifestation pour protester contre l'interdiction de son meeting d'investiture qui devait avoir lieu hier samedi dans l'après-midi. Bienvenue. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a officiellement reçu les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin jeudi 13 juillet dernier. À l'occasion, Patrice Talon a échangé avec ses diplomates sur les relations qui lient le Bénin et leurs pays respectifs. La cérémonie de remise de lettres de créance s'est tenue au Palais de la Marina. Voici le point. Messoud Koch incarne le nouveau visage de la coopération turque au Bénin. Le diplomate qui, jusqu'à sa nomination, occupait le poste de directeur général adjoint de la sécurité et du renseignement dans son pays, vient ici présenter ses lettres de créance au chef de l'État au lendemain de la réélection de Recep Tayyip Erdogan. Ce mandat, je souhaite donc le placer sous le sceau du renforcement de l'amélioration de nos relations bilatérales qui existent donc entre le Bénin et la Turquie, spécialement en termes d'économie et de commerce. Sandrine Plateau est désormais l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près le Bénin. Avec sa riche expérience diplomatique, elle entend œuvrer au renforcement de la coopération bénino-belge. Nous sommes ici de longue date et nous nous sommes toujours alignés sur les besoins de nos partenaires béninois et nous essayerons d'y répondre au mieux pour accompagner toutes les réformes qui ont été mises en œuvre par le président et l'équipe gouvernementale, des réformes très ambitieuses. Universitaire, expert en gestion des ressources humaines et ancien président du conseil d'administration de plusieurs institutions tanzaniennes, Dr Benson Alfred Bana est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie près le Bénin, avec résidence à Abuja. Je vais redynamiser la coopération entre les deux États. Nous allons aussi mettre l'accent sur la promotion du commerce, le tourisme et l'investissement. Je suis très content d'avoir visité le parc industriel béninois et j'ai vu ce que les Béninois ont fait et nous allons donc partager les expériences entre les deux pays. Avec résidence à Abuja, le diplomate slovaque Thomas Felice entend insuffler une nouvelle dynamique aux relations bénino-slovaques, surtout dans le secteur de l'agriculture. Le Bénin, c'est un pays pareil que la Slovaquie par la superficie un peu, la population un peu doublée que la Slovaquie. On a beaucoup de choses qui sont communes. On a parlé avec son Excellence Monsieur le Président, un domaine qui a la possibilité, c'est l'agriculture et du coton. Christian Kierkegaard Edinger est un vieil ami du Bénin, pour avoir eu à travailler à l'ambassade du Royaume du Danemark à Cotonou. Il effectue son comeback en qualité d'ambassadeur avec résidence à Ouagadougou. C'est avec un grand plaisir pour moi de revenir, voir maintenant que ça a été que la ville de Cotonou, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de changements qui sont assez positifs dans le pays. Précédemment ministre à l'ambassade d'Israël à New Delhi en Inde, Ronnie Yedidia Klein présente ses lettres de créance au président de la République en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près la République de Côte d'Ivoire avec juridiction sur le Bénin. L'objectif de mon mandat en tant qu'ambassadeur, c'est de promouvoir la coopération entre nos deux pays. Nous avons déjà une coopération qui est assez développée ou assez mise en route dans le domaine de l'agriculture. L'objectif sera maintenant de renforcer également la coopération dans le secteur de la santé et du numérique également, la formation technique entre autres.
Ancien conseiller en investissement de l'ancien président guinéen Alpha Condé, Velupillai Kannanathan est désormais l'ambassadeur plénipotentiaire de la République socialiste du Sri Lanka près le Kenya, avec résidence à Nairobi, avant l'extension de sa juridiction sur le Bénin. On a parlé de long en large des relations diplomatiques économiques entre le Bénin et le Sri Lanka. Bientôt, donc, je vais amener donc, des investisseurs au Bénin. Nous avons parlé aussi du secteur de l'énergie renouvelable et d'autres expertises. Nous allons aussi développer le secteur cotonnier entre les deux pays. Pour clôturer le ballet diplomatique du jour au palais de la Marina, Patrice Talon a enfin reçu les lettres de créance de Simone Digger, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse près le Bénin, avec résidence à Accra. Plus de 40 ans. Alors le Bénin, c'est vraiment un des pays les plus importants pour nous en Afrique. On a beaucoup de gens de coopération. On a maintenant abordé avec le président, par exemple, la formation professionnelle. Alors on va certainement continuer de travailler avec le Bénin sur ça. On a aussi parlé de la décentralisation. C'est une nouvelle ère de coopération qui s'ouvre ainsi entre le Bénin et chacun de ces 8 pays. Samedi 9 juillet dernier, le président Patrice Talon a pris part au double sommet de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il a été distingué au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour l'engagement de son pays contre les maladies tropicales. Retour sur les temps forts de cette distinction relayée par l'ORTB. Umbalo Sissoko, hôte du sommet de la CEDEAO, est comblé. Bissau a été le théâtre d'une forte mobilisation des dirigeants de la communauté. Et pour une première participation, le chef d'État nigérien Bola Tinubu prend les rênes et devient le nouveau président en exercice de la CEDEAO. Dans cette toute première déclaration, Tinubu soutient que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement. Il compte consacrer son mandat à la défendre. Il martèle en substance, citation, « Nous en avons besoin pour être un exemple pour le reste de l'Afrique et du monde. Nous ne permettrons pas qu'il y ait coup d'État après coup d'État en Afrique de l'Ouest. » Le président nigérien envisage même une force d'intervention de 5000 hommes pour faire échec au coup d'État. Sans surprise, 3 dirigeants manquaient au rendez-vous, ceux du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Les sanctions de la CEDEAO courent toujours contre les régimes putschistes et pourraient se corser en cas de violation des délais de sortie de crise. Les chefs d'État de la CEDEAO sont restés fermes sur le retour à l'ordre constitutionnel. Autour des défis sécuritaires, une réunion est projetée dans un mois au Nigeria. Sous la supervision du trio présidentiel Talon Tinubu Umbalo, des modalités concrètes du retrait de la MINUSMA du Mali seront examinées dans un délai de 90 jours par l'organisation. Les chefs d'État de la sous-région ont exhorté à une poursuite diligente du processus de la monnaie unique, de la ZLECAf et du règlement des défis subsistants dans le corridor Abidjan-Lagos. Sur tous ces dossiers, les dirigeants appellent à un effort financier communautaire volontariste. État d'esprit en phase avec cet appel du président de la Commission de l'Union africaine. Doit-on continuellement appeler ou attendre la compassion de l'extérieur en cas de difficulté? Il faut d'abord compter sur nous-mêmes. C'est fort de cette réalité que j'ai toujours appelé à une plus grande solidarité intra-africaine. C'est une valeur essentiellement africaine qui, de tout temps, a permis à nos sociétés de vivre dans la dignité et l'harmonie. Un autre moment chargé de symboles, c'est celui des honneurs reçus par le chef d'État béninois pour le combat d'avant-garde mené par son pays contre les maladies tropicales. Reconnaissance partagée avec le président ghanéen. Parlons de la CEDEAO, elle a un nouveau dirigeant. Il s'agit du président nigérien Bola Tinubu. Il a été désigné unanimement par ses pairs lors de la 63e conférence des chefs d'État de la sous-région le 9 juillet dernier. Des citoyens béninois ont livré leurs impressions sur cette désignation. Si le nouveau président du Nigeria a été élu président de la CEDEAO, c'est une très bonne chose.
parce que le siège même de la CEDEAO se trouve au Nigeria, précisément à Abuja. L'actuel président Bola Tinubu, qui a prêté serment seulement le 29 mai, est déjà président en exercice de la CEDEAO. Il n'a même pas formé son gouvernement. Il est déjà président en exercice de la CEDEAO. Son prédécesseur même aussi, général Buhari, aussi fut président de la CEDEAO. J'apprécie qu'il est venu très vite dans un monde très vieux. Il est venu très vite dans un monde très vieux, c'est-à-dire au lendemain de son élection présidentielle, il devient président de la CEDEAO. Que ce ne soit pas un piège qu'on a mis sur son cou parce qu'il a sorti une décision tout juste après son élection qui ne veut plus subventionner le carburant au niveau de certains pays de la sous-région ouest africaine. C'est un bon choix. Maintenant, reste à savoir si il va essayer de respecter les clauses de la CEDEAO. Normalement, cette présidence-là revient normalement au Bénin et au Niger. Et nous, notre diplomatie n'a pas bien fonctionné. C'est ça qui me désole. La CEDEAO a d'énormes problèmes. Des présidents de la CEDEAO qui s'éternisent au pouvoir, qui après être élus, révisent leur constitution et veulent s'éterniser. Si la constitution dit un mandat renouvelable une fois, eux ils viennent au pouvoir, ils révisent la constitution et le pouvoir devient éternel ou le pouvoir devient 3 ou 4 fois. Il a dit à travers son élection qu'il veut régler ces genres de problèmes. Vous savez que même pour traverser même la frontière nigériane, il y a des problèmes. À la frontière, on a des problèmes à traverser librement. Donc si il est élu président de la CEDEAO, il n'a qu'à tout faire pour que ces problèmes-là trouvent des solutions. Au Togo, à la frontière togolaise, il y a des problèmes. Au Ghana, il y a des problèmes. Au Niger, il y a des problèmes. Un peu partout, il y a des problèmes. Donc si lui, il a été choisi, alors c'est pour trouver des remèdes à ces problèmes. Je ne pense pas qu'il pourrait résoudre ce problème parce que, tout juste, si on prend la CEDEAO aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire où tout de suite maintenant il y aura le président qui a déjà fait 1, 2, 3, va prendre encore un autre mandat. Comment il pourrait régler ces genres de choses? Le Ghana l'avait promis que les conflits, et celui qui l'a succédé, c'est-à-dire Buhari, a dit, les conflits qui gangrènent la sous-région ouest africaine, c'est... Et on dit, il y a terroristes ici, il y a coup d'État ici, cela. C'est les problèmes de s'éterniser au pouvoir en détriment de la Constitution. Vous avez vu le cas du Mali, le cas de la Guinée, le cas de cela. Ouais, c'est les mêmes choses qui se répètent. Pour lui-même, le président Bola Tinubu du Nigeria, c'est bon. Pourquoi? Parce que dans son CV déjà, c'est bien pour lui. Mais là où moi, je n'ai pas compris, il a fait une déclaration. Il dit que lui, il est contre les coups d'État. Il est contre les coups d'État. Non, un démocrate doit être contre les coups d'État. Mais pourquoi il n'a pas dit que lui, il est contre les troisièmes mandats? Comme son prédécesseur l'avait fait. Ouverte le 13 avril 2023, la première session de l'Assemblée nationale s'est achevée mardi 12 juillet dernier à Porto-Novo au Parlement, ce conformément au règlement intérieur de l'institution. Avant la clôture de la dite session, le président du Parlement, Louis Vlavonou, a fait le point. L'ORTB en a été témoin. L'Assemblée nationale s'est réunie en 9 séances plénières pour se pencher sur quelques dossiers. Dossiers qu'on peut répartir en 3 volets. Il y a la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale et les autres activités. Production législative. Au cours de la période de référence, l'Assemblée nationale a examiné en seconde délibération la loi 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Contrôle de l'action gouvernementale. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2023,
l'Assemblée nationale a examiné 4 questions d'actualité, 2 questions orales sans débat et 1 question orale avec débat. Diverses autres activités ont été menées au cours de la période sous revue. Il s'agit notamment de l'adoption, le jeudi 27 avril 2022, du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période du 12 février au 26 avril 2023. Deuxièmement, de la constitution des commissions permanentes et de l'élection des membres de leur bureau. Troisièmement, de la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein des parlements régionaux, Parlement panafricain, Parlement de la CEDEAO et CIP-UEMOA, de la Haute Cour de justice et de l'Autorité de protection des données à caractère personnel. Quatrièmement, du débat d'orientation budgétaire sur le budget général de l'État gestion 2024. Il convient de noter que dans le cadre des désignations des représentants de l'Assemblée nationale au sein des institutions nationales, celle relative à la Commission béninoise des droits de l'homme est encore en instance. Toujours le 12 juillet dernier, le gouvernement béninois, à travers son ministre de la Santé Benjamin Onkpati, a présenté une communication aux députés de la 9e législature. C'était sur la qualité des prestations du Centre national hospitalier urbain Hubert Koutoukou Maga, un reportage de ETélé Bénin. Quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour améliorer les conditions d'hébergement des usagers de ce centre? Les réformes en cours contribuent-elles à une amélioration des conditions logistiques d'hébergement afin de faciliter le séjour des patients dans cet établissement? C'est justement pour répondre à ces questions de l'honorable Dakwe Sossou que le gouvernement s'est fait représenter par le ministre de la Santé au Parlement. Les différentes actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de la santé, notamment les dispositions mises en œuvre pour améliorer le service de soins au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, ont été exposées par l'autorité ministérielle. En 2021, des locaux abritant les services de médecine A et de médecine B ont été entièrement rénovés et l'achèvement a permis la remise aux normes de la clinique universitaire de néphrologie, d'hémodialyse et celle de la neurologie. Les efforts se sont poursuivis au titre de la gestion 2022 avec la rénovation du bâtiment abritant la clinique universitaire des maladies du sang pour élever le niveau d'hôtellerie de ce service. De même, les consultations prénatales et gynécologiques, la salle d'accouchement et les blocs opératoires de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique ont connu un aménagement. L'auteur de la question orale s'est dit satisfait des réponses apportées par le gouvernement. Pour le compte du bloc républicain, le président Hassan Seibou a ouvert le bal. Il sera suivi du député Amangansé qui a déploré l'intoxication à la base et a suggéré que les efforts du gouvernement parviennent aux populations. Je crois qu'à l'évidence, à entendre la communication du gouvernement et de ce que nous savons, oui, on peut dire oui, il y a du progrès. Nous savons d'où nous sommes partis. Je crois que pour ceux qui connaissaient les CNHU il y a quelques années, nous connaissons les drames des urgences, des malades au sol. Je voudrais revenir sur les maladies liées à l'insuffisance rénale, puisqu'elles sont devenues pratiquement endémiques dans le pays. Et quand nous avons suivi le ministre, on a constaté que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Il y a même des centres, des nouveaux centres ouverts à cet effet. Mais il y a trop d'intoxication par rapport à cela. Et moi, je voudrais suggérer au gouvernement de faire parler les directeurs départementaux de la santé sur les chaînes locales.
Les députés du Parti Les Démocrates ont ensuite pris la parole. À ce niveau, l'honorable Gafari Adeshokan a tout simplement fait observer que le CNHU Hubert Koutoukoumaga est un mouroir avec les coupures d'électricité. Pour sa part, l'honorable Edwige Tossa a abondé dans le même sens et a fait remarquer que le CNHU traîne des milliers de factures impayées. Vous savez bien que ça ne va pas au CNHU de Cotonou. Et pourquoi cacher cela au peuple? Les derniers épisodes développés au CNHU de Cotonou en disent long. Quels sont les facteurs explicatifs des dettes que traîne la structure sanitaire? De toute évidence, ce qui explique cette situation reste et demeure le manque de volonté d'accompagner le centre à assurer pleinement sa mission. Un avis que ne partagent pas les députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Je voudrais reconnaître les efforts du gouvernement et me poser la question de savoir pourquoi on refuse de regarder ce qui est fait. Pourquoi vous faites ça? Je voudrais reconnaître que le CNHU n'est pas créé en 2016. Pourquoi on veut faire croire que le CNHU a été créé avec le gouvernement Talon? Pourquoi les amis font ça? Personne n'a dit que tout est parfait. Il reste à faire. Dans notre pays, tout est urgent. Même le président Talon sait que tout n'est pas parfait. Félicitons le gouvernement. Pourquoi les amis refusent de reconnaître ce qui est fait? Pourquoi vous faites ça? Ouverte le jeudi 13 avril 2023, la première session ordinaire de 2023 est clôturée ce mercredi 12 juillet par le président Louis Vlavonou. Au cours de ces 3 mois d'activité, l'Assemblée nationale s'est réunie en 9 séances pour se pencher sur 7 dossiers répartis en 3 volets, à savoir la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale et les autres activités. La moisson n'est certes pas abondante, mais cela se comprend. Nous sommes en début de législature et il faut veiller à asseoir les instances indispensables pour son bon déroulement et pour son bon fonctionnement. Je voudrais bien lever la présente séance plénière et déclarer clos les travaux de la première session ordinaire de l'année 2023. Le Parti Les Démocrates est sommé de procéder à la désignation des membres devant occuper les postes de secrétaire qui lui ont été réservés au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. C'est l'injonction faite par la Cour constitutionnelle à travers une décision en date du 13 juillet dernier. Le parti a donc jusqu'au 20 juillet pour désigner ses représentants. Ces postes seront occupés par les autres groupes parlementaires si les démocrates ne s'exécutent pas avant le délai. Le dialogue de gestion du premier semestre de l'année 2023 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a eu lieu cette semaine. À l'occasion, le tableau de budgétisation au mois de juin a été évalué. Un dialogue marqué par la présence des préfets des 12 départements et des autres cadres du dit ministère Télé-Bénin. Un cadre d'échange sur la performance de gestion au 30 juin 2023 du ministère de la décentralisation. L'autorité ministérielle face aux préfets et autres acteurs de la chaîne rend compte du plan de travail exécuté par les différentes structures du ministère de la décentralisation en 6 mois. Dans ce cadre, et en vertu des exigences de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, nous avons élaboré à bonne date, en relation avec la Direction générale du budget, tous les principaux documents budgétaires de notre secteur, notamment le document de programmation pluriannuelle des dépenses, les projets annuels de performance des programmes budgétaires et enfin le tableau de budgétisation, autrement appelé PTA. Et pour mener à bien cette mission, plusieurs actions sont employées. Il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à 43,01% base engagement
et 40,76% base ordonnancement, pour une cible de 25% en un trimestre et 50% en 2 trimestres, évidemment. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 28,76% sur la base des pondérations des activités au PTA. Plus spécifiquement, le programme d'investissement du ministère est exécuté à 43,60% base engagement et à 37,62% base ordonnancement. Raphaël Akoteyon dit avoir la ferme conviction que lui et ses collaborateurs feront de cette rencontre une parfaite réussite et en sortiront des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'améliorer les performances du ministère de la décentralisation. La célébration différée de la Journée mondiale de l'accréditation édition 2023 a eu lieu vendredi 7 juillet dernier. Organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, elle a connu la présence de plusieurs cadres. À l'occasion, le laboratoire d'essais et de la recherche en génie civil a été accrédité par le système ouest-africain d'accréditation SOAC. Voici le reportage signé E-Télé Bénin. Ces acteurs célèbrent en différé la Journée mondiale de l'accréditation. L'accréditation, cette reconnaissance de compétences qu'on attribue à un organisme d'évaluation de conformité dans la réalisation de certaines de ses activités. Chaque 9 juin depuis 2008, le monde entier célèbre cette journée. L'accréditation est devenue un enjeu crucial dans le monde, particulièrement dans le domaine des échanges commerciaux. C'est pourquoi le conseil d'administration du SOAC a mis au cœur de ses priorités le développement de l'accréditation dans le domaine des essais. En effet, un laboratoire accrédité délivre des résultats fiables, soubassement d'un commerce juste et équitable et créateur de richesses. J'ai le plaisir de vous informer que cette cérémonie coïncide avec la commémoration de la création du SOAC le 4 juillet 2005 à Dakar par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, soit 18 ans d'existence. L'accréditation devient une norme pour l'accès des produits et services à de grands marchés comme la zone de libre-échange continentale africaine, mais aussi à l'échelle mondiale. Ce titre offre assez d'avantages pour un commerce régional et international. L'accréditation permet en effet de fournir les bases techniques et opérationnelles qui sont essentielles au fonctionnement de nos sociétés. Elle soutient les objectifs de nos États dans le domaine tels que le commerce transfrontalier, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments, la santé et la protection de l'environnement, ainsi que le développement industriel et des infrastructures. Notre ministère a placé au cœur de ses préoccupations l'amélioration du cadre de vie des Béninois et des Béninoises. Or, cet objectif passe nécessairement par un habitat respectant les normes de construction les plus strictes. Cependant, force est de constater que les structures spécialisées pour appuyer le respect de ces normes sont peu nombreuses et souvent sans moyen de prouver leurs compétences techniques de manière impartiale. Sur une cinquantaine d'organismes d'évaluation de la conformité accrédités par le SOAC, il n'existe que 3 dans le domaine du BTP, dont le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil. Le responsable de ce laboratoire reçoit les félicitations des représentants du gouvernement et de ses pairs. C'est le lieu de saluer ici la représentation de 2 ministres du gouvernement et de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour le LRGC, chacun en ce qui le concerne, et remercier également tous les acteurs ici présents et ceux qui ont permis l'aboutissement de ce heureux événement que nous célébrons ce jour en même temps que la Journée internationale de l'accréditation. Par cette remise de diplôme, le Bénin compte désormais 7 accréditations et devient ainsi le 2e pays qui dispose de plus de laboratoires accrédités. Entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, qui en compte 22, l'écart est grand, mais les acteurs présents à cette conférence s'engagent à mieux faire pour plus d'accréditation au Bénin.
La journée mondiale de la population est célébrée chaque 11 juillet. Le ministre d'État en charge de développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, s'est adressé aux populations, au peuple béninois, à l'occasion de l'édition 2023, un élément de Loire TV. Cette journée a commencé depuis 1987, tous les 11 juillet, pour réfléchir justement sur l'ensemble des questions qui tournent autour de l'évolution de la croissance de la population. Cette année, le thème retenu, c'est libérer le pouvoir de l'égalité entre les hommes et les femmes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde. C'est un thème très important pour la communauté internationale, mais ça l'est encore plus pour le gouvernement du président Patrice Talon. Vous savez tout ce qui a été fait depuis 2016 dans cette voie-là pour libérer le genre, pour faire en sorte que les femmes soient davantage autonomisées. Il y a tous ces programmes qui sont en train d'être développés. Il y a toutes ces réformes qui ont été engagées pour la protection de l'enfance, pour l'autonomisation des femmes, pour la progression et l'éducation des jeunes filles. Eh bien, c'est de ça que nous allons parler. Et cette année, nous avons décidé de célébrer cette fête-là à Savet. Je veux souhaiter bonne journée internationale de la population. Je veux qu'à cette occasion, nous puissions continuer la réflexion sur les assises, que nous continuions la réflexion sur l'évolution de la population de notre pays et ses implications sur le développement de notre pays. Comment nous faisons pour que la jeunesse de notre pays, parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit, puisse sortir gagnante de tout ce que nous sommes en train de faire en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de développement des opportunités. Droit de la santé et responsabilité médicale. Sur cette thématique, universitaire et praticiens ont été outillés le 12 juillet dernier, ce à travers une conférence débat organisée à la faculté des centres de santé. Elle vise à les informer sur les dispositions juridiques et conditions de mise en œuvre de la responsabilité médicale. Loin de jeter la pierre aux professionnels de la santé, cette conférence débat organisée par la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie a permis aux praticiens de la santé de mieux cerner les contours du droit de la santé et de la responsabilité médicale. Un accent particulier a été mis sur l'importance d'engager cette responsabilité et les dispositions à prendre par l'agent pour ne pas causer de dommages aux patients. La responsabilité médicale est effectivement présentée comme un aspect important ou l'un des aspects importants du droit à la santé. Si nous disons que nous garantissons aux individus le droit à la santé et qu'il n'est pas possible d'engager la responsabilité de ceux et celles qui ont en main notre santé, il y a sans nul doute une insatisfaction sur la réalisation du droit à la santé. Elle est perçue comme, je cite, l'obligation pesant sur tout praticien et tout établissement de soins de santé de réparer le dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de soins. L'article 76, alinéa 1er de la loi 2020 dispose, je cite, tout praticien qui commet une faute médicale qui cause des dommages à la santé d'un patient ou à sa vie engage sa responsabilité civile. Selon le titulaire de la chaire UNESCO, professeur Samson Igor Bidosesi Gedegbe, la donne a changé. La question de la responsabilité se pose et se posera désormais avec acuité. Aujourd'hui, le patient ne considère plus le médecin comme l'homme providentiel. Le médecin, pour nous, n'est plus celui qui nous donne la santé si il devrait pouvoir donner, et s'il ne peut pas donner, il n'en donne pas. Ce n'est pas l'homme providentiel, ce n'est pas l'homme qui nous rassure d'une bonne santé à son gré. Bien au contraire, pour nous désormais, le professionnel, celui chez qui nous allons acheter la santé, un peu comme on va acheter du pain au marché. Sauf que ici, ce que nous achetons auprès du patient ou des établissements de soins, c'est la vie. Nous achetons les services médicaux de qualité.
Les patients aussi ont de plus en plus l'information sur les progrès professionnels. Plusieurs textes de loi sont en vigueur au Bénin pour davantage défendre les patients. Les praticiens sont donc tenus de souscrire à des assurances pour répondre en cas de dommages causés aux citoyens. Qui peut poursuivre? Le patient peut poursuivre ou tout membre de sa famille. Tout praticien exerçant une profession de la santé doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile. C'est clair. Donc de plus en plus, attendez-vous à souscrire à une assurance pour garantir la réparation effective des dommages causés aux patients. La responsabilité civile du professionnel de la santé est engagée en cas de faute ou de manquement à ses obligations. Il est également exposé à des sanctions pénales ou administratives selon le cas. Avec la loi 2020, le patient participe à tout moment aux soins. Et donc, il est dit dans cette loi que le patient peut refuser le soin. Cela est limité. Lorsqu'on constate que le patient refuse le soin et que manifestement cela l'amène dans une situation où son pronostic vital est engagé, il revient donc aux professionnels de santé de pouvoir passer outre le consentement du patient et de le soigner. Et si le professionnel de santé ne le fait pas, on pourrait donc engager sa responsabilité donc pour peut-être atteinte involontaire à la vie. Mais il y a également les infractions en matière des dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse. Il y a deux types de poursuites disciplinaires. Nous avons les poursuites disciplinaires devant les instances de l'ordre. On peut engager des poursuites disciplinaires devant donc la commission administrative paritaire. Donc vous comprenez que la charge qui pèse sur le médecin est une lourde charge. Pour finir, les conférenciers soulignent que le médecin doit savoir que sa responsabilité va être de plus en plus engagée. Il doit donc faire attention dans l'exercice de sa fonction. La revue sectorielle Eau et Assainissement Gestion 2022 a pris fin vendredi 14 juillet dernier. Le 13 juillet, les acteurs de l'eau ont évalué les performances en termes de réalisation au titre de l'année 2023. Retour sur le lancement des travaux avec ETélé-Bénin. Ils représentent essentiellement des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ils sont invités pendant 48 heures à évaluer les performances enregistrées relatives à l'exécution des budgets programmes par objectif, des documents de programmation pluriannuels des dépenses TPDD et du plan prévisionnel de développement de l'entreprise de la SONEB. La tenue de cette session de la revue sectorielle vise à dresser le bilan de l'exercice 2022 en vue de rendre plus efficaces et plus efficientes les interventions dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin connaît des avancées notables, a souligné le directeur général de l'eau avant de saluer les engagements du gouvernement. Grâce au leadership de nos ministres, nous avons dignement impacté le secteur eau-assainissement de notre pays à travers une vision claire manifestée par des actions concrètes dans le secteur. Vos diverses orientations ont permis d'engager considérablement l'amélioration du bien-être de tous, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement pour une frange importante de notre population. Le représentant des partenaires techniques et financiers réitère donc tous ensemble l'urgence de prêter une attention particulière aux défis de l'hygiène, de l'assainissement de base. Il n'est point besoin de rappeler les chiffres, mais ce que nous devons retenir et garder à l'esprit, c'est les réalités qui se cachent derrière ces chiffres. Des enfants, des femmes, des jeunes filles, des personnes vulnérables, notamment celles vivant avec un handicap physique, sont les plus touchées et subissent continuellement les conséquences de ces actes. Les partenaires techniques et financiers réitèrent donc tous ensemble
l'urgence de prêter une attention plus particulière aux défis de l'assainissement et de l'hygiène de base au Bénin. Les acteurs sont invités à maintenir la dynamique de développement afin que la mobilisation des ressources de la mise en place d'infrastructures ne souffre d'aucune insuffisance. Environ 2 ans après le démarrage des travaux d'aménagement, la zone industrielle de Glody-Bézet a enregistré sa première exportation de vêtements. Il s'agit de 70 000 pièces de polos et collants pour enfants à destination d'une marque des États-Unis. Quelques citoyens se sont prononcés sur la nouvelle. C'est ce que nous voulons, monsieur le journaliste. Et si réellement la matière première peut être transformée ici, ça nous fera un de plus et ça va créer d'emplois. Donc, moi, j'aurais souhaité même qu'on n'importe plus ou bien qu'on n'exporte plus nos cotons. Il ne faut plus exporter nos cotons, il faut les transformer ici. Et comme ça, les couturiers auront de matière à travailler. Les couturiers auront de tissu pour travailler. Donc, si déjà le tissu est fabriqué sur place, vous allez voir, on a des grands stylistes ici. Nous comptons, ouais. La Dogbeno, Sisi Jara, Toga Miton. Dans les coups d'eau, à ce temps. À ce roi d'Arolo, Tomito, mais fibre. Et dans l'omblon, nous te mettons là des mains. Tiens, et blo, à Vodagbele, le Tomito, mais. Je félicite le gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour prouver sa qualité de volonté du développement. Et ce que j'ai constaté est que avant nous exportions le coton unique brut, ce qui se fait transformer ailleurs par d'autres produits. Alors actuellement au Bénin, et les graines de coton sont transformées ici, et le coton même fibre est transformé ici en produit fini, et ceci a été exporté pour cette première fois en Amérique. Maintenant, dans cette cargaison, quel genre de tissu confectionner? Je ne doute pas de notre capacité, parce que moi-même, quand j'étais au Nigeria, je faisais des tenues traditionnelles. Des tenues traditionnelles que mon patron et que ma patronne amènent à Londres pour aller revendre ça là-bas. Des bassins, des tissus made in Nigeria. Et je faisais des broderies, des coutures propres. C'était une industrie qui avait marché en son temps. Parce que moi-même, je créais mes modèles. Et les Blancs aiment ça. Ils aiment nos traditions. Mais quand tu vis le temps, avant, et tu n'as pas de mine derrière. Il y a pas de mine derrière, mais il y a des anges qui font. Tu vois, il y a assez d'eau, tout goût d'eau. Il y a des anges qui font. Voilà, c'est vivant. Tu vas essayer de me voler. Nous me demandons des anges, tu vas essayer de me voler. Et vivre. Moi, je n'ai pas de problème. Mais tu vis mais nous les temps, tu vois. Et là, c'est de tourner vos mains. Vous voyez, l'Afrique a une potentialité de développement. Aujourd'hui, nous voyons que à l'extérieur, précisément en Amérique, la plus grande puissance du monde. Je félicite le gouvernement et son chantre. Surtout lui qui a l'idéologie que le Bénin peut changer. C'est possible. On a vu sa capacité. Il est vraiment à bon nom. Vous voyez, c'est un effort qu'il a fourni. Et nous devons apprécier et accompagner ces efforts-là. Même à son départ, celui qui viendra aussi doit être celui qui serait dans les schémas et accompagner cela. Donc, si les grands couturiers peuvent s'associer et travailler avec l'État, et maintenant commencer par faire des créations, commencer par créer des modèles spécifiques béninois, alors le Bénin va vendre. L'État, on peut coudre des habits et aller vendre aux Européens. Moi, j'en ai fait. Mais c'est le traditionnel, ce n'est pas les pantalons. Je ne sais pas. On peut réussir, comme les Blancs, coudre des pantalons et viennent nous vendre ici. On peut le faire aussi. Les Chinois n'ont pas 2 têtes. Les Européens n'ont pas 2 têtes. Les Américains n'ont pas 3 têtes. Donc, si nous réfléchissons bien et nous travaillons, nous allons atteindre ce niveau-là. Et vous aurez des cargaisons sur cargaisons qui seront exportées là-bas. C'est ce qu'on veut.
La délibération des résultats de l'examen du baccalauréat session de juin 2023 a eu lieu le 12 juillet dernier à l'office du bac à Cotonou. 63,08% des candidats ont pu tirer leur épingle du jeu. Retour sur la délibération avec Euteli Bénin. Cette année, nous avons eu comme inscrits 77 564 candidats. Étaient présents 76 104. Admissibles 48 007. Taux de réussite 63,08%. Série A1 70,58%. Le taux de réussite. Série A2 66,68%. B 76,26%. C'est un boom en ce qui concerne cette série. Série C, série des mathématiciens, nous avons aussi un boom. 73,67%. Série D, qui est la plus grosse des séries, plus grande des séries, 53,26%. Série E, la série des techniciens, 59,26%. Série eau et assainissement, EA, 71,36%. Série F1, 45,09%. Série F2, 75,56%. F3, 65,63%. F4, 64,39%. Série G1, série des secrétaires, nous avons le taux de 56,1%, G2, 65,82% et série G3, 71,9%. Vous voyez, avec ce taux, vous devinez déjà que nous avons obtenu une bonne récolte en matière de texte. Donc, dans la Liborie, nous avons le taux de 53,66%. Dans la Takora, 55,10%. Dans l'Atlantique, 69,41%. Borgou, 57,23%. Colline, 52,49%. Koufo, 63,17%. Donga, 53,24%. Littoral, 68,45%. Mono, 63,21%. Ouémé, 63,30%. Plateau, 56,87%. Ezou, 64,72%. Ce qui donne vraiment le taux que nous avons cité. Je crois que nous pouvons encore mieux faire, mais c'est déjà un bon pourcentage. Samedi démarrent les autres activités du baccalauréat, donc à savoir les épreuves facultatives qui démarrent le samedi. Les candidats seront informés en allant dans le centre de correction délibération. Et à partir de lundi, donc lundi et mardi, le sport commence. Et avec également aussi les épreuves facultatives qui continuent. Le mercredi prochain a lieu la deuxième délibération, suivie aussitôt le vendredi des épreuves orales et le samedi 22, le baccalauréat finit avec la troisième et dernière délibération. La décision sur la fixation du plafond des billets au péage est annulée. Le directeur général de la CIRAT, Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, l'a fait savoir dans un communiqué. L'autorité de régulation des marchés publics a officiellement lancé la campagne de vulgarisation des nouveaux manuels de procédures et de documents type d'appel à concurrence au profit des acteurs du secteur. C'était le 10 juillet 2023 à Cotonou en présence d'acteurs des marchés publics. Plus de précisions dans cet élément.
Le lancement de la campagne de vulgarisation des nouveaux manuels de procédures et documents types d'appel à concurrence ainsi que la présentation des améliorations apportées à ces documents types et manuels sont les deux points au cœur des échanges entre acteurs des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics. Le but est de renforcer les capacités des acteurs afin que le système des marchés publics soit plus performant. À travers cette campagne de vulgarisation, l'autorité de régulation des marchés publics envisage de mettre à la disposition des acteurs de la chaîne des marchés publics que vous êtes pour usage à compter du 1er août 2023 les documents types actualisés. L'objectif de l'organe de régulation est de renforcer non seulement la performance du système de passation des marchés publics, du moins de la commande publique au Bénin, mais également la capacité des personnes responsables des marchés publics, des membres des organes de contrôle des marchés publics et des responsables des structures déconcentrées dans la saisine, la saine application de la réglementation des marchés publics. Les inconformités, les insuffisances et l'incohérence observées au niveau des anciens documents sont entre autres les aspects qui ont motivé la RMP à procéder à des innovations. Il y avait dans les documents types certaines non-conformités et incohérences qui n'étaient pas visibles. Il a fallu les identifier, les extirper. Il y avait des éléments à compléter pour plus de précision et de clarté. Il a fallu les insérer. Et donc, aujourd'hui, le document est plus précis, plus accessible et facilite l'appropriation aussi bien par les acteurs eux-mêmes de l'administration que des acteurs du secteur privé qui sont les potentiels candidats, donc les opérateurs économiques qui voudraient participer au marché public. La mise en application des modifications apportées aux 3 manuels de procédure se fait dans l'immédiat. Quant aux modifications apportées aux documents types, elles seront prises en compte dès le 1er août 2023. Il faut également noter que la campagne de vulgarisation se tiendra sur toute l'étendue du territoire national. Elle prend fin le 14 juillet 2023. Pendant 8 jours plus précisément, du 26 juin au 4 juillet 2023, l'opération de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Une réussite selon les élus locaux et bénéficiaires. Quelques-uns rencontrés à Cotonou par une équipe de ETL Bénin plaident pour une deuxième phase, ce afin de racheter ceux qui n'ont pas pu en avoir. Suivez pour plus de précisions. Ils sont désormais en possession de leurs moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Ceci grâce à la campagne de distribution initiée par le gouvernement avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Après 6 jours de distribution sur le plan national, les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Moi j'ai reçu mon moustiquaire. Pour cette fois-ci-là, c'était rapide et tout, sans difficulté. En tout cas, c'était parfait. J'ai commencé par utiliser 2 jours après que je l'ai prise. J'ai reçu ma part de moustiquaires. J'en ai reçu 2 moustiquaires. J'ai déjà commencé par l'utiliser. Je suis très heureuse. Une opération qui a connu un succès grâce à une équipe dynamique mise en place dans chaque localité avec l'accompagnement des chefs quartiers. Cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés s'est déroulée sans incident majeur, à en croire les chefs quartiers rencontrés. Les 2 premiers jours, les citoyens sont sortis massivement récupérer leur part de moustiquaires. Mais les 2 derniers jours, c'était le contraire. On a gongonné, pourtant, ils ne sont pas sortis. Donc, on n'a pas épuisé le stock réservé pour la distribution. Certains ont perdu leur coupon tandis que d'autres sont sortis massivement et nous en sommes vraiment contents. On n'a pas pu utiliser tout le stock et d'ailleurs c'est normal. Si dans un ménage où on peut indiquer 5 personnes ou 7 personnes et qu'on dit qu'on va leur donner une moustiquaire, il est normal que tout le stock ne soit pas distribué.
Pour ce faire, ils exhortent le gouvernement à reprogrammer la phase de distribution afin que tous les ménages aient ce précieux outil de protection. Nous saluons le gouvernement et surtout notre président Patrice Talon pour cette initiative. C'est un grand travail qu'il fournit en se souvenant de ses compatriotes en cette période pluvieuse. Je les exhorte également à se rappeler de ceux qui n'ont pas reçu leur moustiquaire. Gouvernement ko blo nu na blo ko blo le nu ka chi yo ne nye bi oro jime de nu esi le na san we de yo. Le gouvernement a déjà fait le nécessaire, mais je les exhorte encore à donner quelques jours pour que les retardataires sortent prendre leur part. Mais pobo ye de o ye ma lo hwe hwe nu a L'opération de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action vient une fois encore soulager les populations. Elles sont désormais à l'abri de la transmission du paludisme. Le meeting d'investiture de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, prévu pour samedi 15 juillet, a été interdit par le gouverneur de Dakar pour risque de troubles à l'ordre. En attendant une autre date, l'opposant a appelé ses partisans à protester pacifiquement à travers le concert de casserole samedi soir. Nous avons opté pour cette méthode qui nous permet de nous exprimer de la manière la moins violente pour émettre un message fort au président Macky Sall, a déclaré M. Sonko sur sa page Facebook, ajoutant que le Sénégal a besoin d'apaisement, de stabilité, de tranquillité et de liberté. Ce concert, il faut le préciser, de casserole symboliquement lancé par l'opposant selon les images publiées sur sa page Facebook, a eu lieu devant son domicile à Dakar. Notons que la manifestation a été suivie dans plusieurs quartiers de Dakar et dans des villes telles que Ziguinchor et Mbaké. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est sorti d'hôpital ce dimanche, ce après avoir été admis samedi 15 juillet pour déshydratation. Selon son bureau, le professeur Amit Segev, chef département de cardiologie de l'hôpital où il a été admis, l'a confirmé après toute une série d'examens comprenant des tests de laboratoire selon ses explications. Il l'a fait savoir à travers une vidéo diffusée par son service. Âgé de 73 ans, il faut préciser que le chef de gouvernement Benjamin Netanyahou a été transporté d'urgence à l'hôpital Sheba situé près de Tel Aviv. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.